peut-être un petit mot d'introduction. Bonjour à tous. Je suis Tom Royres, je m'occupe du développement de Sisplay. Sisplay, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la plateforme digitale des chaînes du groupe M6. Donc on regroupe tout ce qu'on fait sur le digital autour des chaînes gratuites, M6, W9, Sister, des chaînes payantes, Paris Première, TV20. Et on a, depuis quelques années, entrepris un mouvement pour élargir de façon progressive l'offre de contenu sur Sisplay. Donc en toute petite introduction, peut-être que je pense que c'est important de voir qu'on est dans une démarche qui se rapproche par certains points, mais qui est quand même très différente de celle de France Télévisions. On est moins dans l'exploration éditoriale dans ce qu'on fait. On est plutôt sur, on est plus héroïste, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a besoin de montrer que les projets qu'on développe ont une rentabilité. Donc on teste des choses, mais il faut que derrière on ait une forme de financement qui est souvent publicitaire. Voilà, et on est plutôt dans on essaie d'expérimenter des choses qui sont dans l'ADN de nos chaînes et de nos programmes. On va moins sur des choses qui s'en éloignent totalement. Mais ce que je vous propose du coup, c'est de vous raconter un peu l'histoire de Sisplay, qui a beaucoup évolué ces derniers mois. Je me lève, ce sera un peu plus simple pour regarder les slides en même temps. Pour vous faire un petit historique très rapide, notre histoire sur le digital, elle remonte plutôt à 2008 sur ce qui est autour de la télé, quand on a créé M6 Replay, qui était notre service de catch-up, de catch-up TV. On était la première chaîne à le faire. Les étapes suivantes, pour aller vite, c'était 2009, on a mis M6 Replay sur l'écran de télévision, et dès 2010, on allait sur les applications. Donc on a un historique de multi-écran qui est très fort, puisque ça fait quasiment 5-6 ans maintenant qu'on est sur tous les écrans, et je vais vous montrer ensuite l'évolution des rapports de force entre les écrans, qui est assez intéressante. 2012, on a lancé Connect, qui est notre offre de second écran, qui permet d'interagir avec un programme en temps réel. Ça a permis de faire des programmes comme Rising Star, qui était un programme de chant, dans lequel les téléspectateurs pouvaient voter gratuitement pour sauver un candidat. Et on se reliait à son compte Facebook, et les votants pouvaient apparaître en live sur M6, sur le mur de l'émission, qui séparait le public des candidats. Ça, c'est le second écran. Et puis 2013, on a fait un autre mouvement assez majeur, qui est un mouvement pur marketing, qui est qu'on a supprimé toutes les marques qu'on avait, qui étaient M6 Replay, M6.fr, l'application W9, etc., pour fusionner sur une seule marque, qui est Sisplay, qui est la seule et unique marque qu'on promeut sur le digital pour retrouver tout ce que vous voulez faire autour de nos programmes et de nos chaînes. Et puis depuis 2 ans maintenant, on a entrepris, comme je vous le disais, de créer des chaînes sur Sisplay, des chaînes délinéarisées, qui aient vocation à thématiser notre offre et à pouvoir l'enrichir de programmes qui n'étaient pas forcément des programmes diffusés sur nos antennes. Alors si on passe à la suite, slide suivante s'il vous plaît. Ouais. Donc ça c'était jusqu'en 2014. On a fait un mouvement majeur il y a quelques mois. On a totalement refondu Sisplay. Donc le site a totalement changé et il y a 3 étapes majeures qu'on a franchies. Et la première, je vais la détailler, c'est que notre offre est devenue totalement personnalisée. Donc on est rentré dans une proposition éditoriale et d'expérience qui est data-driven et qui a pour but de proposer au consommateur, à l'utilisateur, une expérience pertinente de contenu. C'est la première étape. La seconde, c'était une refonte de produit, donc on a à peu près tout cassé sur notre site internet et nos applis pour proposer une nouvelle expérience qui est plus rapide, plus fluide, plus visuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est reproduire une expérience de télévision. L'idée, c'est que les gens viennent sur Sisplay pour rester longtemps. Ils vont pas comme sur YouTube. Sur YouTube, ils restent finalement assez longtemps, mais ils snackent entre plein de vidéos. Chez nous, ils restent très longtemps et on a envie de leur proposer un vrai confort de visionnage. Et puis la troisième étape, c'est sur l'offre de contenu qu'on a enrichi pour atteindre un niveau qui est de 3000 heures de programme télé qui est disponible à tout moment sur la plateforme. Donc si on passe à la suite, on peut avancer. En fait, juste pour vous montrer ce que c'est que la personnalisation, en fait, ce qu'on a changé, c'est que maintenant, quand vous connectez à Sisplay sur le web ou sur les applis, vous allez vous authentifier. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus regarder une vidéo, vous ne pouvez plus regarder un replay sans qu'on vous demande qui vous êtes. Et on le fait parce qu'au derrière, on va vous proposer une expérience qui est personnalisée. En tout, l'inscription, ça va prendre à peu près 1 minute, 1 minute 30. On va vous demander un mail, un âge et votre genre, homme-femme. Et ensuite, on va vous proposer de choisir, juste, si vous rentrez sur l'écran d'avant, on va vous proposer de choisir les programmes, les animateurs ou les thématiques que vous aimez. Et en fonction de ça, on va vous concevoir votre zone personnalisée, qui est la suite, qui s'appelle Ma Sélection, où là, vous allez retrouver, donc typiquement, vous avez dit que vous aimiez NCIS.
Et donc dans ma sélection, vous allez retrouver vos programmes favoris, on va vous alerter des nouvelles vidéos qui arrivent, vous allez pouvoir reprendre une vidéo que vous aviez déjà commencée, et surtout on va vous faire des recommandations de contenu qu'on va pouvoir croiser en fonction des goûts que vous avez déclarés, mais aussi de vos attitudes de consommation, et nous des recoupements statistiques qu'on peut faire entre vos usages. Voilà, donc les recommandations, elles sont basées sur évidemment une partie algorithmique. L'ambition, ou en tout cas notre référence en la matière, c'est ce que fait Netflix. On en est encore loin aujourd'hui, mais on avance progressivement. Mais on tient aussi à ce qu'il y ait une part d'intelligence humaine et de savoir-faire de programmation dans nos recommandations, parce que c'est notre métier chez M6 depuis 20 ans, de programmer des émissions, et donc on sait qu'il y a un sens donc on fait une soirée continue, on sait qu'il y a un sens à une case programme, et donc toute cette connaissance-là, on l'intègre aussi dans les recommandations qui sont proposées sur Sisplay. Voilà, donc on a fait ce move il y a 3 mois. Je ne vous cache pas qu'on a une petite inquiétude parce que demander aux gens de s'inscrire pour un service gratuit, on nous a dit ça va être compliqué, on avait une petite crainte et on est extrêmement rassuré des chiffres. En fait, là où on pouvait craindre une petite perte d'audience, on est en croissance d'audience très très forte depuis 3 mois. Quelques chiffres, aujourd'hui Sisplay sur le mois de mars, c'est 120 millions de vidéos vues sur le mois, ce qui fait plus 40% sur un an. C'est vraiment colossal. On n'avait pas connu des croissances de ce type-là depuis quelques années sur notre marché qui est quand même assez mature, parce que la télévision en ligne, ça a quand même maintenant 6-8 ans. Sur l'écran de télévision, il faut savoir que sur l'écran de télévision, la mesure elle a changé. Aujourd'hui, la mesure de l'écran, quand vous consommez un programme en replay sur votre box, il est mesuré par médiamétrie. Donc aujourd'hui, on a une mesure multi-chaîne de la catch-up sur l'écran de télé, et là-dessus, on est co-leader selon les mois avec TF1, ce qui montre bien que là, sur le linéaire, là où sur les linéaires, on a quand même un retard conséquent par rapport à TF1, qui est le leader historique de la télé, on arrive sur le digital à être quasiment au même niveau que TF1, ce qui montre bien qu'on arrive à avoir des rapports de puissance qui sont différents sur le digital que sur le linéaire. Et puis, on a inscrit déjà plus de 6 millions de personnes qui en 2 mois, donc ça c'est les chiffres à fin janvier, on est bien au-dessus maintenant, à fin janvier on avait inscrit 6 millions de personnes sur le nouveau Sisplay. Voilà, et pour finir avec les chiffres, peut-être vous dire sur le slide suivant, aujourd'hui c'est quand même un fait important, on parle de multi-écran dans l'écriture, mais la consommation et les usages sont totalement multi-écran. Nous aujourd'hui, la moitié de notre audience, elle se fait sur l'écran de télévision, donc sur tout ce qui est les box des opérateurs, Free, SFR, Orange, et ça n'évolue pas avec le temps, depuis près 6 ans, on fait la moitié de notre audience sur l'écran de télévision. En revanche, sur la partie de droite, qui sont les super over the top, l'OTT, on voit là des mouvements qui sont assez forts, puisque aujourd'hui le smartphone, donc ça c'est sur le mois de mars, le smartphone représente 19% de total de notre audience, là où c'était quelques pourcents il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, le smartphone est de façon assez claire notre premier écran sur les devices OTT. C'est-à-dire que c'est plus consommé qu'un ordinateur, plus consommé qu'une tablette. Ça c'est aussi vrai parce qu'on a des programmes qui surperforment sur le digital, notamment les programmes de W9, qui sont sur une cible jeune de gens qui utilisent beaucoup leur smartphone et qui ont adopté cet usage-là. Donc quelques exemples des programmes qui fonctionnent très bien chez nous sur le mois de mars. C'est évidemment les programmes de télé-réalité. Donc je vous ai mis les Marseillais South Africa sur W9. Mais c'est quand même des phénomènes qui sont assez démentiels et c'est quand même intéressant à comprendre. Il faut imaginer que les Marseillais South Africa, ça commençait le lundi à 18h sur W9. Nous, on a proposé de voir le premier épisode en preview gratuitement pendant 4 jours, du mercredi soir au lundi soir. On a fait 1 million de vues sur un épisode avant la diffusion. Ce qui montre bien que l'usage des gens en termes de chronologie, c'est-à-dire que le replay qui était 7 jours avant, ça nous on a essayé de le casser petit à petit, et on arrive même à générer des audiences qui sont colossales avant une diffusion télé. Et puis d'autres programmes qui marchent très bien, Garde à vous, qui était un programme qu'on a lancé sur M6, qui était autour du service militaire, qui était un grand succès sur M6 et qui était un très fort succès aussi sur le digital. Et X-Files qui a réussi son retour sur M6, où on a atteint des audiences qui sont quand même très importantes, qu'on fait 500 000 téléspectateurs sur l'écran de télévision. Alors, sachant que l'écran de télé, c'est 50% de l'audience totale, il faut imaginer que l'audience globale sur Sisplay d'X-Files, elle est quand même très importante. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est le contexte sur le nouveau Sisplay, pour vous dire que l'étape suivante, c'est quelle proposition de contenu on offre.
Et nous, aujourd'hui, notre volonté, c'est de bien expliquer, que les gens comprennent qu'on peut trouver sur Sisplay bien plus que du replay. Donc si on avance... Ah voilà, j'ai une petite vidéo pour vous montrer justement tout ce qu'on propose en contenu sur Sisplay. Bon, je pense que... Moi, je sais pas, on va passer que... Rien n'est dû au hasard. Il n'y a jamais de coïncidence. Bon, en fait, je trouve que la vidéo est trop lourde, du coup, je pense que les vidéos vont pas passer, mais... Bon, c'était pour vous montrer tous les programmes qu'on avait, qui sont évidemment des programmes broadcast, des chaînes que vous connaissez, et aussi un aperçu des programmes qu'on propose uniquement sur le digital, mais on va le voir dans les slides. Donc comment on a fait pour faire en sorte qu'il y ait plus que du replay sur Sisplay? La première chose qu'on a faite, c'est que en fait, on s'est dit le replay c'est pas 7 jours. En fait aujourd'hui c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui cherche L'amour est dans le pré, enfin épisode 11, alors qu'on en est à l'épisode 13 sur M6, pourquoi l'épisode 11 est plus en ligne. Donc ça chez nous c'est fini, et c'est fini depuis 2 ans. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de programmes disponibles à tout moment. On le verra juste après sur le slide suivant. Voilà, tous ces programmes-là, que ce soit du divertissement, du magazine, des magazines d'infos aussi sont disponibles plus longtemps. L'idée, c'est d'installer un usage qui est que vous allez pouvoir faire du binge, c'est du binge viewing à la Netflix, vous allez pouvoir trouver des intégrales de saison. On le fait aujourd'hui beaucoup sur le divertissement et on essaie de le faire de plus en plus sur la fiction. L'objectif étant que les gens, qu'on passe d'une télévision qui est de rattrapage à une télévision de découverte. Donc, premièrement, on a élargi les fenêtres. Second point, c'est le slide suivant, on a investi dans le contenu. En fait, on a fait 2 choses. On a engagé des productions de contenu et on a fait des acquisitions. Sur la partie production, on en est à 4 aujourd'hui. Ces productions, on les a pensées comme des productions qui avaient un standard télé. C'est là où on se détache un peu plus de ce qu'on fait sur YouTube. C'est-à-dire qu'on a aussi chez M6 une activité assez puissante sur YouTube autour de Golden Moustache, Rose Carpet, Cover Garden, on a pas mal de chaînes à succès, où là on va chercher des talents du digital, une écriture totalement digitale, on s'inscrit vraiment dans ce qui marche sur YouTube. Sur Sisplay, ce qu'on a voulu faire, c'est s'inscrire dans ce qui marche à la télé, mais y apporter quelque chose d'un peu plus moderne et d'un peu plus interactif. Donc on a développé des productions qui sont incarnées par des visages de l'antenne. Donc on travaille avec Christina Cordula sur la mode et la beauté, avec Norbert sur la cuisine, et avec Sophie Ferjani sur la partie décoration. Typiquement, ce qu'on fait avec Christina Cordula, qui est une production qui marche bien, qui s'appelle Allô ma chérie, c'est que c'est une pastille de 3 minutes où elle va donner des conseils de relooking à des gens qui sont en demande d'aide de sa part. Mais on a, dans la narration du programme, l'idée c'est qu'elle lance des appels à témoins sur les réseaux sociaux et on fait des appels à selfies. Les gens voient leurs selfies, elle va sélectionner quelques selfies parmi ceux qu'elle reçoit, qu'elle va commenter dans le programme. Donc là, on va entamer bientôt la 3e saison. Ça marche très bien, notamment parce qu'elle est aussi très puissante sur les réseaux sociaux, ce qui nous aide bien pour engager cette conversation et faire que le programme marche bien. Donc ça, c'est les productions. Et peut-être pour revenir juste au-dessus, on a aussi fait des acquisitions de contenu. Donc on a beaucoup acheté des programmes issus des chaînes du monde entier. Donc on a acheté des émissions de cuisine, des émissions de déco, qu'on a proposées en version originale sous-titrée. Et puis, depuis quelques mois, on s'attache à acheter des séries. Donc typiquement, on aura bientôt tout un catalogue de séries d'humour qui va arriver sur Sisplay. On a notamment une série Fox, qui est The Comedians avec Billy Crystal, qu'on va proposer sur Sisplay et qui sera diffusée sur aucune autre chaîne du groupe M6. Et puis on crée des événements. Donc toute l'année, on essaie de proposer des choses qui vont raconter une histoire sur Sisplay. On fait des avant-premières, donc on l'a vu avec les Marseillais, mais on le fait beaucoup avec des séries US. On l'a fait sur Under the Dome, sur Empire, sur Murder. On événementialise la programmation, donc typiquement sur l'Euro, parce qu'on sera diffuseur d'une dizaine de matchs de l'Euro cette année, on a prévu pas mal de choses, dont notamment, alors la vidéo ne marchera pas, mais un Allô mon chéri, spécial footballeur. Si on revient là, sur la jeunesse, qui est un secteur qui est, un créneau qui marche bien sur le digital, je pense que vous avez peut-être entendu parler dans les autres interventions. C'est quelque chose qui marche très bien, parce qu'il y a une consommation, beaucoup de binge et des parents qui mettent leurs enfants devant des dessins animés en replay. Justement, on essaye, nous, pendant les vacances scolaires, d'étoffer notre offre. Donc on va chercher des marques, souvent nos marques antennes, on est en train de réfléchir si on ne peut pas aussi élargir notre catalogue pendant des périodes qui s'y prêtent. Et puis, les événements live, c'est un dernier point qu'on est en train de tester cette année. On l'a fait il y a quelques semaines.
sur le prix Talent W9, qui est une émission musicale où on remet des prix à des jeunes artistes de la scène française. C'est une émission qui était enregistrée et qui était diffusée 2 semaines après sur W9. Nous, en fait, on a fait une captation en direct sur Sisplay, mais qui était avec un autre flux qui était réalisé, où on avait une journaliste qui était en coulisses et qui interviewait les artistes en sortie de scène. L'idée étant qu'on se repose sur les communautés digitales des artistes qu'on avait, parce qu'on avait des artistes qui étaient assez puissants sur le digital. On avait Louane, on avait Black M, voilà, et le frérot de la Vega et d'autres. Ce qui est important, c'est que créer un événement live sur le digital, c'est difficile, parce que c'est pas l'usage du digital de venir à 20h50 sur Sisplay. Donc l'idée, c'est vraiment que ça reste événementiel, mais surtout qu'on ait des forts relais de promotion à côté. Mais c'est quelque chose qui est intéressant pour nous à expérimenter. Et puis, dernier point, on avait lancé donc 5 chaînes Sisplay, qui sont 6e style, Comic, Crazy Kitchen, Home Time et Stories. Et on a voulu lancer une 6e chaîne, qu'on a intitulée Bruce, et qui va sur un territoire qui est pour le coup assez peu traité sur les chaînes du groupe M6, qui est le sport extrême, l'aventure et l'immersion. Et pour ça, on est allé chercher des programmes qu'on a acquis, et on a également une prod dédiée qui s'appelle Bruce Team, où on travaille avec 2 sportifs de l'extrême, une stunteuse qui s'appelle Sarah Lisito et un pro du BMX qui s'appelle Patrick, et qui font des défis totalement dingues, qui souvent amènent leurs copains tête brûlée, et ils vont réaliser des défis un peu loufoques, un peu voilà, inattendus. Et voilà, donc là-dessus on travaille avec une boîte qui s'appelle Puzzle Media, qui est une boîte spécialisée dans le sport extrême. Ah, vous êtes en concurrence avec Voyelle sur le goût du risque, là ça. Ouais, on est sur des territoires assez proches. Ouais. Alors on n'est pas allé encore sur de la réalité virtuelle là-dessus, mais... ça aurait tardé. Alors j'ai un petit teaser, mais je crains qu'il ne marche pas, on peut essayer. Hop, faut cliquer sur le slide. Non, bon. Bon, désolé, ce sera sans vidéo, mais j'ai à peu près fait le tour. Non, on essaye. Le son n'est pas l'image. Enfin, le son fait la blague. Hein. Non, je vais pas trouver. C'est bon. Non, mais merci beaucoup. C'est super clair, comme chaque année. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. Je voulais te remercier aussi parce que toi aussi, tu fais partie des fidèles du pôle média et tu es là et tu reviens et tu nous donnes un peu en revoyant passer le calendrier 2013-2014. Je me souviens que tu l'avais annoncé ou ça venait juste de se faire ou c'était en train de se faire quand tu étais passé nous voir. Comment t'as fait pour négocier les fenêtres, le fait de laisser tomber le +7 avec les producteurs? Ça a été facile, ça, d'ouvrir complètement en disant, ben voilà, maintenant on se met en mode, entre guillemets, Netflix, on oublie ces cadres, on va dire, français habituels, du +7, ça s'est fait comment? Alors en fait c'est vraiment du cas par cas. Ouais. C'est parfois des types de droits qui sont différents selon les programmes dont on se parle. C'est-à-dire qu'on exploite souvent au-delà du 7 jours sur des droits qui ne sont pas les droits primaires de l'antenne, parce que les droits de la catch-up sont des droits primaires liés à la diffusion antenne. C'est-à-dire que j'achète des droits télé et avec ça j'ai des droits sur la télévision d'attrapage. Et après il y a des droits secondaires qui sont des droits free VOD. Donc c'est souvent des droits free VOD qu'on exploite. Voilà, mais les cas peuvent être différents. Sur l'info les cas sont différents. Sur les séries US c'est aussi des droits qui sont différents. Donc c'est pour ça qu'on ne propose pas tout en archivage illimité binge, mais on propose de plus en plus de programmes et ça fait un moment qu'on y est et c'est rendu de la négo de gré à gré. Est-ce que, par rapport à des projets comme ceux que tu as pu voir, alors tout à l'heure évidemment en pitch comme ça très, très rapide, est-ce qu'il y a des territoires comme ça un peu de narration, que ce soit dans le documentaire ou dans de la fiction pure, où tu te dis tiens, ça j'ai entendu des choses qui m'ont aiguillonné ma curiosité, ou il faudrait peut-être qu'on discute avec ces producteurs-là. C'est pas pour te piéger là en t'obligeant à dire oui, hein, mais c'est vrai que vous êtes sur des choses extrêmement structurées, vous déroulez votre feuille de mission là, et ça fonctionne. Et visiblement, ce que tu disais, je trouvais très impressionnant, je ne connaissais pas ces chiffres sur la comparaison avec TF1, où finalement vous surperformez sur le digital pour vous retrouver finalement d'égal à égal, en mode multi-écran, vous faites jeu égal avec TF1. Donc ce qui veut dire que dans l'avenir vous avez probablement tendance à être amené à les dépasser, puisque bon. Mais j'allais dire, est-ce que vous gardez une petite place quand même dans cette stratégie du ROI que j'ai bien aimé? La héroïsation, là c'est pas le héros au sens, Domenico va nous en parler, mais c'est le ROI là. Est-ce que vous gardez une petite place pour vous laisser surprendre par des trucs un peu, voilà, tiens, ça a l'air intéressant, allons-y voir, mettons un peu d'argent pour aider un développement de projet, de fiction interactive, sans aller forcément empiéter sur le territoire des nouvelles écritures, type France Télé, qui prend beaucoup de risques et qui défriche plein de territoires, mais est-ce que vous vous laissez cette possibilité-là quand même?
Alors c'est vrai qu'on a des budgets déjà qui sont sans commune mesure avec ceux de France Télé, mais on a aussi une mission qui est très différente. Hein. On est beaucoup moins, enfin la mission du groupe M6 est différente de celle de France Télévisions. Après, quand je vous dis qu'on est dans une démarche héroïste, c'est-à-dire qu'on essaye de pouvoir montrer que même si la rentabilité n'est pas immédiate, on a une rentabilité à terme, ou qu'on a vraiment un intérêt qui peut être indirect à faire ce type de programme. La réalité, c'est que tout ce qu'on a fait aujourd'hui en termes d'élargissement de contenu, je ne peux pas vous dire que tout ce qu'on a fait est rentable, c'est sûr que non, donc on prend des risques. Après, il y a sans doute des choses qui peuvent nous intéresser, je pense aux idées qui étaient autour de l'info, enfin le projet sur la Syrie, c'est aussi des thèmes qu'on traite dans les magazines d'info chez nous. On ne veut pas totalement s'éloigner de notre ADN parce qu'on sait aussi que l'audience qu'on a constituée sur Sisplay, c'est grâce aux gens qui viennent voir nos programmes. Et donc si on va dans un territoire qui n'a rien à voir, on a peur que ça ne transforme pas chez nous. En revanche, il y a sans doute des choses à faire sur l'info pour le faire de façon beaucoup moins institutionnelle et de façon un peu plus interactive qu'on le fait aujourd'hui en télé. Donc typiquement sur des sujets qui sont traités dans nos macs d'info, qui sont quand même, la journée du dimanche, on a quand même quasiment 5 heures, 6 heures d'info de magazine sur M6. Donc il y a sans doute des choses à faire sur l'info. L'animation est aussi quelque chose qui pourrait nous intéresser, plutôt sur l'animation pour adultes. Ce que j'en ai pas parlé, on a un autre projet qui est sur le mobile. On réfléchit à une offre éditoriale qui serait dédiée au mobile, sur des formats du coup qui seraient plus courts. Il y a des choses là-dessus qui pourraient nous intéresser. Ok, oui, c'est intéressant. Effectivement, le mobile, j'ai l'impression qu'il y a... Mais surtout que vous êtes déjà présent aussi sur le mobile, enfin en termes de marketing et de brand avec la marque mobile, donc vous pourriez capitaliser là-dessus. Sur des formats courts, par exemple. Exactement, et même, on n'est pas contre réfléchir à des expérimentations sur, par exemple, de la vidéo verticale, qui est quelque chose qui est en train d'émerger avec les usages de Snapchat, par exemple, qui n'est pas notre ADN, parce que nous, on est un player en 16/9, parce que la télé, c'est du 16/9. Maintenant, pourquoi pas nous tester des choses sur le digital, sur d'autres formes de narration et d'autres formes de captation, du coup. Oui, il y avait une présentation au MIP d'un projet de vidéo en vertical autour d'un apnéiste, justement. Voilà. Donc en se disant, tiens, oui, l'apnéiste, il descend comme ça, donc la vidéo, elle va être verticale. Alors bon, il faudra qu'on... Ça, c'est un peu premier degré, mais je pense qu'il y a effectivement des usages de vidéo verticale qui ne paraissent pas immédiats aujourd'hui, parce qu'on est tellement mentalement structuré sur l'image comme ça que c'est certainement un territoire intéressant à explorer. Merci beaucoup. On peut t'applaudir, je pense, quand même. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite question? Oui. Ah ben là, la Syrie a entendu l'appel. Oui. Tu parles fort ou je te mets un micro? J'avais une question sur l'étendue des droits de diffusion en privé. Est-ce que du coup, vous payez un petit peu plus le fait que les contenus sont diffusés plus longtemps et que ça vous donne une audience beaucoup plus large, comme vous l'avez dit, qui rejoint celle de TF1 sur le digital? Est-ce que du coup, les producteurs sont rémunérés pour ça? Ce que je dis, c'est que c'est vraiment du cas par cas. Parfois, quand on est sur des droits secondaires, type droit free VOD, on a d'autres modèles. Donc effectivement, ça peut être parfois des reversements variables. Et puis parfois, ça va être négocié au moment de la commande du programme en télé. Donc il y a à peu près tous les modèles. Après, ce qu'il faut voir, c'est que nous, ça nous permet de faire une consommation de longue traîne. Donc typiquement, sur l'information, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sujets qui sont froids, qui peuvent marcher de façon annuelle. À la fin, le gain, pour nous, il est limité, mais on pense que c'est d'abord un service des spectateurs, parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus qu'on n'ait que 7 jours pour voir un programme. Et par ailleurs, on pense aussi que ça sert à la fidélité aux marques. C'est-à-dire qu'on est convaincu que c'est aussi quelque chose qui sert l'antenne, parce que ça permet d'entretenir le lien à la marque, et on pense que ça permet aussi, c'est plutôt un cercle vertueux pour le programme et la diffusion télé. C'est sûr que c'est un cercle vertueux pour M6, mais pour le producteur. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, dans le cadre général, les productions qui sont vendues à une chaîne de télé, il y a 42 mois de droits exclusifs aux diffuseurs. Donc le programme, il ne va pas circuler ailleurs. Donc de toute façon, il ne sera pas exploité pendant 42 mois en dehors du groupe auquel vous l'avez vendu. Donc après, est-ce qu'on se dit, on le laisse 7 jours, on ne l'exploite plus pendant 41 mois et 3 semaines? Est-ce qu'on se dit, on l'exploite quand même? Alors après, oui, il faut qu'on trouve un modèle avec... un modèle avec le producteur, mais aujourd'hui c'est pas un enjeu, c'est des discussions qui ont lieu entre les gens chez nous qui négocient avec les producteurs, mais on le fait évidemment avec leur accord, de toute façon. Donc, Une dernière, une fois, 2 fois. Oui. En parlant bien fort, ou alors il y a un micro. Tiens, profites-en. Moi je m'interroge sur la question de l'interactivité et de la place de l'utilisateur sur ses consoles, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde
Sisplay d'M6 qu'on consulte. Enfin, quel est l'enjeu interactif à proprement parler et le gain pour l'utilisateur? C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que chez nous il vient surtout voir des programmes de télévision, il est plutôt il est habitué à un usage assez passif. Il est plus actif que quand il regarde la télévision linéaire, parce que quand même il a choisi ce contenu, l'écran est plus petit, donc il navigue plus, il reste un peu moins longtemps. Mais à la fin, quand il regarde son programme, il est quand même assez passif sur son programme. Nous, on a essayé d'engager l'audience plutôt sur du second écran, donc pas tant sur de la consommation premier écran vidéo interactive, mais plutôt je regarde ma télévision et j'ai des choses qui vont se passer sur le second écran. Donc c'est ce que je disais avec Rising Star. On l'a testé sur beaucoup d'autres programmes. On proposait aux gens de répondre à une question, d'avoir une recette de cuisine devant Top Chef, etc. C'est des choses qu'on fait un peu moins aujourd'hui, parce qu'on avait un certain succès d'audience, et il y a des gens qui nous réclament encore aujourd'hui, mais à la fin, quand on compare l'audience qu'on génère par rapport à l'audience télé, ça reste la transformation entre un engagement sur le second écran par rapport au programme primaire, il est quand même limité, quoi. C'est-à-dire que, en fait, les vrais cas qu'on a trouvés, c'est quand dans le format initial, il y a une vraie promesse d'interactivité. C'est-à-dire si le format est basé là-dessus, typiquement Rising Star, mais on a aussi un jeu qui s'appelle Qu'est-ce que je sais vraiment, où on avait une enquête, enfin il y a un programme qui s'appelait Qui est la taupe, qui était une enquête. On a proposé de mener l'enquête aussi sur Sisplay. Là, ça a marché, et c'est vrai qu'on est vraiment dans le cœur du format. Sinon, rajouter de l'interactivité à un format qui n'a pas été pensé pour, on n'a pas réussi à montrer aujourd'hui que ça générait des audiences qui étaient très importantes et un intérêt du public qui était majeur. Voilà. Qui est la taupe, c'était super ça. Très très beau. Oui, allez, une petite dernière, en parlant bien fort. Est-ce que vous travaillez sur la réalité virtuelle ou pas du tout? Alors, on le fait un peu, on aimerait en faire beaucoup plus. On a un peu le problème que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de modèle économique sur la réalité virtuelle, c'est-à-dire que ça coûte très très cher à faire, et il y a peu de financement. Donc on essaye de trouver des financements publicitaires souvent, et on n'est pas les seuls à les chercher, et il y a quand même beaucoup de projets. Donc on aimerait en faire plus. On a fait un projet l'été dernier qui était sur un programme de télé-réalité W9, qui était les Ch'tis versus les Marseillais. Donc vous pouviez, en réalité virtuelle, rentrer dans la villa et choisir soit le camp des Ch'tis, soit le camp des Marseillais. C'était assez intéressant parce qu'en plus c'était interactif, c'était la réalité virtuelle interactive. Mais c'était plutôt pour faire la promotion du programme. Et là, on est en train de travailler sur un autre projet, plutôt sur l'info. Ok, merci. En tout cas, l'aspect info, magazine, contenu sérieux, entre guillemets, vient assez souvent dans les recherches d'innovation, donc avis aux entendeurs. Donc, effectivement, bon, il y a parmi les projets qui étaient là, on a parlé de la Syrie, donc il n'est pas impossible qu'ils viennent te voir, mais il peut y en avoir d'autres. Oui, c'est même très possible. Merci infiniment, on peut t'applaudir et te remercier une nouvelle fois.